Maintenant, on va passer à ceux qu'on a coutume d'appeler les médecins de la Terre, mais il en manque un aujourd'hui, une plus exactement. Donc Claude Bourguignon, on ne le présente pas, hein. Donc je vais simplement lui donner la parole tout de suite. Je voudrais excuser Lydia, bon, on a été un peu trop surchargé ces temps-ci, on a pris 15 fois l'avion en moins d'un mois, donc on était un peu sur les rotules, donc elle s'excuse et elle m'a dit bon, que c'est à moi de la représenter. Donc je vais rapidement parler de mon parcours. J'ai un parcours un petit peu spécial, puisque je ne voulais pas du tout faire de l'agronomie. À l'âge de 14 ans, j'ai fondé avec des copains du lycée Montaigne, le groupe ornithologique parisien. Je travaillais avec le WWF, on a commencé à créer des réserves, et donc je voulais travailler dans l'écologie. J'ai donc fait une maîtrise en physiologie et zoologie à l'université de Paris. Et puis c'est en travaillant sur des comptages de tigres dans l'Himalaya que j'ai vu, première fois de ma vie, j'ai vu des hommes mourir de faim. Je n'avais jamais vu ça. J'étais un gamin de l'après-guerre, je ne savais pas ce qu'était la famine. Et je me suis dit, on ne peut pas protéger les tigres s'il y a des gens qui meurent de faim. Donc je suis rentré des Indes et je me suis présenté à l'agro. J'ai été reçu. Je ne sais pas comment, un coup de peau, quoi. Bon, c'est vrai que j'avais des publications depuis l'âge de 14 ans, donc c'est peut-être ça qui a fait qu'ils m'ont permis de rentrer. Et là, j'ai découvert un monde de fous. On nous apprenait à donner de la viande aux vaches pour augmenter la production laitière. On nous apprenait l'art d'entasser les pauvres bêtes dans des conditions infernales, les surcharges d'azote et tout. Je me dis, mais ils sont fous alliés, ces gars-là. Donc j'ai décidé en troisième année de rentrer en microbiologie des sols, de reprendre le sol à la base. À l'époque, il y avait encore à l'agro une chaire de microbiologie des sols. Et coup de chance, au moment où je suis arrivé, Monod, le prix Nobel, venait de devenir directeur de l'Institut Pasteur. Et première chose qu'il a fait quand il est arrivé, il a supprimé le labo de microbiologie des sols en disant que la microbiologie des sols, ça servait à rien. Et donc, les trois chercheurs, Kaiser, Tardieu et Pochon, n'avaient plus de laboratoire, ils ont été foutus à la porte, et ils ont été reçus dans le laboratoire de microbiologie des sols de l'agro. Et donc, je me suis retrouvé avec trois professeurs prêts de partir à la retraite, et j'ai redécouvert le bon sens. Des hommes qui m'ont appris que c'était les mycorhizes qui donnaient le phosphore aux plantes, que c'était les sulfobactéries qui donnaient le soufre, etc. Et j'ai eu à ce moment-là, pendant ma troisième année, en plus j'étais tout seul, donc j'ai terminé premier dans ma spécialité, ce qui était quand même pratique, et j'ai eu tout seul un cours particulier. Et ensuite, en sortant de l'agro, en microbiologie des sols, il n'y avait qu'un seul labo, c'était Dijon. Et c'est là que j'ai rencontré Lydia. Lydia travaillait sur la qualité des aliments. Et moi, je travaillais sur la qualité des sols. Donc, on s'est rencontrés comme ça. Et comme l'INRA, à l'époque, ne voulait pas entendre parler de l'agriculture biologique, et qu'avec Philippe Desbrosses, on se rencontrait régulièrement en catimini, parce que c'était strictement interdit par l'INRA de travailler sur la biologie. Donc, j'ai commencé à passer pour une mauvaise tête à l'agro. En plus, j'ai fondé un collège d'agriculture biodynamique à Malval avec des copains scientifiques. Donc, l'INRA a voulu qu'on arrête ce collège en disant que c'était scandaleux, que je tachais l'image de l'INRA. Donc, j'ai passé vraiment pour quelqu'un de pas gentil. Donc, avec Lydia, on a décidé de quitter l'Institut. On a fondé notre laboratoire en 1989, qui est donc un laboratoire d'analyse microbiologique des sols. Depuis 1989, nous avons analysé plus de 12 000 sols à travers le monde, dans à peu près toutes les écologies de la planète. Donc, sans me vanter, je peux commencer à vous dire comment ça marche un sol. Vous êtes agronome, donc vous êtes des spécialistes, j'ai envie de dire un peu l'égérie et les porte-parole d'une nouvelle agriculture, en tout cas une nouvelle façon de concevoir l'agriculture. Et en particulier, vous avez beaucoup abordé le problème des pesticides qui polluent les sols et qui tuent la diversité biologique. Et finalement, cet appauvrissement général des sols, c'est toute une chaîne, quoi. Dans la chaîne alimentaire, à la fin, in fine, c'est la nourriture de notre assiette qui est amoindrie en qualité, en valeur nutritive, etc. Et donc vous êtes un peu les spécialistes, si j'ose dire, quand même, de cette discipline. Moi, je vous avais entendu dans une interview dire que dans les années 50, on n'utilisait pas de pesticides dans l'agriculture, quasiment pas. Oh non, c'était quasiment inexistant. Les pesticides que vous utilisez sont des dérivés des gaz qui ont gazé les Juifs pendant la guerre, la Shoah, qu'on a transformés en DTT, et les produits qui ont utilisé à la guerre du Vietnam pour défolier les forêts. L'agent orange, l'agent orange, voilà. Donc il a fallu, c'est quand même ces guerres pour pouvoir fabriquer ces molécules qui ont été coulées, et c'était des molécules militaires qui ont été coulées ensuite dans l'agriculture. Ah donc, il y a bien cette réalité de la transformation de l'industrie militaire, donc en particulier les tanks pour faire les moissonneuses-batteuses, et la chimie pour les pesticides, etc. Mais pas que pour ça. Ouais. Ça a été aussi pour les nitrates, parce que là, on parle des pesticides, le côté cide, donc de mort. Mais en fait, toute l'augmentation d'utilisation du nitrate, qui est considéré comme un fertilisant, puisqu'il faut mettre de l'azote pour avoir des rendements, en fait, c'est aussi un dérivé de la guerre. Parce qu'en fait, le nitrate était utilisé pour la poudre, pour faire de la poudre pour les canons et puis les armes. Et
la fabrication de ce nitrate de façon industrielle, au départ, ça a été vraiment pour un objet pour la guerre, a coûté très cher, les usines ont coûté très cher, et quand la guerre a été terminée, en fait, ils n'ont pas fermé. Vous comprenez bien qu'on n'a pas fermé ces usines. Et on a eu montré qu'en mettant des nitrates, entre autres, on augmentait les rendements, donc c'était la porte ouverte pour mettre ces produits de guerre aussi pour la fertilisation des sols. Donc l'agriculture a énormément, les fils de fer barbelés, avant c'était des haies qui étaient taillées, il y avait tout un jeu de travail de tressage des haies pour empêcher que les bêtes s'échappent, et on a utilisé aussi le fil de fer barbelé, qui est quand même un objet aussi pour la guerre. Un objet militaire. C'est incroyable cette parfaite, on va dire, corrélation entre l'industrie militaire et l'évolution de l'agriculture moderne. Parce que c'est toute l'agriculture moderne qui obéit à ces règles donc, de mécanisation, productivisme. Il y a plus de quel endroit dans le monde aujourd'hui où est-ce qu'on cultive encore sans utiliser ces techniques? Ça n'existe pas. Ah, et si, il y a toujours des endroits un peu déshérités qui n'ont pas encore bénéficié de toute cette industrie militaire, agro-militaire, mais l'essentiel, oui, des cultures que vous mangez ont hérité de ce bagage militaire. Et les OGM, ça va dans cette continuité aussi? Parce que ça, c'est vraiment récent. Non, ça c'est très récent. C'est très récent. Oui, là, l'idée, c'est de breveter les graines, parce que depuis des milliers d'années, les hommes reproduisent, les paysans reproduisent leurs graines, ils les ressèment, ils font ça depuis toujours. Et le problème, c'est que c'est gratuit, il n'y avait pas d'argent à faire. Donc l'idée des grandes firmes, c'est de créer des graines brevetées, et créer de telle sorte que les agriculteurs soient obligés de les racheter. Donc le but, il est purement mercantile, c'est forcer les agriculteurs à racheter les graines tous les ans. Une fois de plus, leur retirer la liberté. Quoi. Mais en fait, on les rend esclaves aussi. Complètement. Le monde agricole, enfin tout ce qui est agricole et para-agricole, toute cette industrie agroalimentaire, on a complètement rendu esclaves, les agriculteurs sont esclaves de ces grandes firmes qui ont pignon sur rue et qui, au nom du salut, de lutter contre la faim dans le monde, sont prêts à n'importe quoi. Vous avez un catalogue de semences et vous n'avez pas le droit de commercialiser des semences qui ne sont pas dans ce catalogue. C'est comme si vous aviez un catalogue de voitures, on vous dirait non, cette voiture, vous n'avez pas le droit de l'acheter. Celle-là, vous avez le droit, mais celle-là, vous n'avez pas le droit. Mais ça fera un scandale si c'était comme... Et ben, c'est comme ça avec les graines. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est le dernier refuge du stalinisme en Europe, c'est l'agriculture. Mais c'est qui est derrière ça? C'est les grands groupes. C'est les grands groupes qui possèdent les semences. Parce qu'ils ont tout, ils ont les engrais. Monsanto, BASF, enfin pour pas les citer, mais c'est ce genre-là. Exactement. Parce que ce sont ces groupes-là aussi. Alors, est-ce que vous pensez qu'ils ont plus, mais bon, ça me paraît évident, d'un point de vue politique, ils ont une influence. Parce qu'on voit les directives européennes, elles vont toujours dans le sens de ouvrir les OGM, faire passer en force l'agriculture. Ça ne va jamais dans le sens inverse, c'est toujours de leur côté. Jamais. Parce que le monde, pour nous, et on le dit très souvent, et ça fait peut-être grincer les gens, en fait, il n'y a plus de politique. Nos présidents, nos politiques n'ont plus de pouvoir. Le pouvoir, il se décide à Davos avec ces multinationales qui choisissent des lignes. Ça va, c'est où je vous aurais pas des... Je suppose que c'est même au niveau pour les pourcentages pour les électeurs. Tout se décide à Davos et on voit bien comment Davos va gérer telle et telle chose avec l'OMC et tout. Les politiques, hélas, au niveau de l'agriculture, je ne sais pas dans les autres, mais au niveau de l'agriculture, n'ont quasiment aucun pouvoir. Ce sont multinationales qui décident. C'est elles qui décident de tout. En plus, elles ont breveté, comme vous dites, le vivant. C'est un scandale. C'est un scandale. Les graines qui devraient appartenir à toute l'humanité. Voilà. C'est incroyable. Donc genre, il y a des propriétaires de la tomate, du machin. C'est hallucinant. Et donc, ils attaquent aussi, non seulement dans ce cahier au GNIS, mais en fait, ce qu'ils attaquent le plus, quand vous achetez, c'est très souvent des variétés hybrides, donc qui ont été sélectionnées quand vous les replantez. Vous avez des rendements moins importants, donc les agriculteurs, les maraîchers ne vont pas utiliser ça.
Et il y a une attaque énorme sur les graines paysannes, ce qu'on appelle ces graines paysannes, qui ont peut-être des rendements, il y a cette variété, cette biodiversité dans la graine, mais au moins l'agriculteur ou maraîcher, quand il ressemait, c'était sa propre graine qu'il ressemait. Tandis que là, le monde agricole est toujours obligé de racheter de la graine. Donc ils sont complètement dépendants de ces multinationales. Il faut qu'ils achètent de la graine. Et il y a même des graines, si vous ne mettez pas tel produit de traitement ou de fertilisation, ça ne va pas pousser. Donc ils sont complètement comme ça. En plus, ah oui, il y a des produits annexes, des options, quoi. Voilà, options, exactement. Et puis les scientifiques maintenant sont un peu vendus à ces grands groupes, parce qu'à la fin du 19e, quand on a trouvé les atomes, immédiatement, il y a des boîtes comme Solvay qui ont dit, bon, on va les breveter. On va breveter des atomes. Imaginez qu'on ait laissé un mec breveter le carbone. Vous voyez, tout votre ordinateur qui est en plastique, il posséderait tout le plastique du monde. Il aurait tout le pétrole, il aurait tout le charbon, vous imaginez le délire. Alors les scientifiques à l'époque étaient encore honnêtes, qui n'étaient pas vendus à ces gros groupes, dit, non, c'est hors de question, les atomes existent dans l'univers depuis toujours, c'est pas une invention, c'est quelque chose qui existe depuis que l'univers existe, on ne brevette pas les atomes. Par contre, pour l'ADN, ils se sont laissés faire par les grands groupes, alors que ça a toujours existé, ces graines. Je veux dire, c'est pas une invention, vous voyez, il n'y a pas à les breveter. Vous voyez, comment ils ont réussi à détourner le truc, quoi. Donc, je me présente rapidement. Donc, Claude Bourguignon, ingénieur agronome. Avec Lydia, on a travaillé à l'INRA pendant 10 ans. Et puis, à l'époque, on était rentré dans la recherche publique pour être au service des gens. Puis, on s'est rendu compte que l'INRA, à l'époque, en 1977, a été vendu à l'agro-industrie. Donc, ça ne nous convenait pas. On n'avait pas envie d'être fonctionnaire pour être au service de l'agro-industrie. Donc, on a quitté l'Institut en 1989. Et nous avons fondé le seul et unique laboratoire dans le monde qui, pour les agriculteurs, mesure, étudie le sol sur le plan physique, chimique et biologique. Donc nous avons effectué plus de 6000 analyses de sol à travers le monde. Donc je dis sol, ça veut dire qu'on va sur le terrain, on fait le trou, on va jusqu'à la roche, on regarde comment sont les racines, la faune, etc. C'est pas de l'analyse de terre, c'est qu'on fait pas comme font les labos qui vendent des engrais aux agriculteurs, on envoie de la terre, voilà. Et donc on observe depuis 20 ans, puisque nous analysons nous faisons la moyenne de toutes les activités biologiques que nous mesurons sur la planète tous les ans à la fin de l'année. Nous observons une chute constante et absolument régulière de l'activité biologique des sols. Alors, il faut savoir que les sols, ils hébergent 80% de la biomasse mondiale. C'est-à-dire que la vie, elle n'est pas à vous. Vous voyez les arbres, vous voyez les plantes, mais ce que vous ne voyez pas, c'est que l'essentiel de la biomasse vivante, elle est dans les sols. Pour vous donner une idée, les vers de terre, à eux tout seuls, ils représentent le même poids que tous les autres animaux du monde réunis. Et dans un pays, dans une région comme l'Europe, nous sommes passés entre 1950 et maintenant de 2 tonnes de vers de terre à l'hectare à moins de 100 kilos. Les vers de terre, la faune, elle a un rôle fondamental qui est de remonter les éléments constamment. Elle remonte par ses déjections. Les vers de terre, un bon sol, c'est 2 tonnes de vers de terre à l'hectare. Tous les jours, ils vous remontent 2 tonnes de terre. C'est qu'ils remontent la potasse, le phosphore, l'azote à la surface du sol et ils évitent que ces éléments se lessivent. Donc ils vont éviter que toutes nos richesses, toute la richesse du sol parte dans les nappes phréatiques comme c'est en train de se faire à l'heure actuelle. Alors, depuis un peu plus d'un siècle, depuis la fin du 19e, les scientifiques sérieux alarment l'espèce humaine sur le fait que nous sommes en train de dégrader les 3 milieux dans lesquels s'épanouisse la vie. C'est-à-dire que quand on a créé la Révolution verte, c'est-à-dire lorsque les États ont abandonné leur rôle qui était de nourrir leur population et ont décidé de confier le développement de l'agriculture à l'agro-industrie, qui a été c'est pour ça que nous avons l'an dernier dépassé 1 milliard d'hommes en état de famine, c'est que les États ont abandonné leur rôle qui était de nourrir leur population. Nous avons dit, maintenant, on file ça à l'agro-industrie, on va filer ça à Monsanto, à Syngenta et compagnie. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ils n'ont pas cherché à nourrir l'humanité, ils ont cherché à faire du bénéfice, ce qui n'a strictement rien à voir. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé ce qu'on appelait la révolution verte. Les hommes auraient dû se méfier, les révolutions sont toujours sanglantes. Donc, une révolution ne peut pas être verte, elle est obligatoirement sanglante. Qu'est-ce qui s'est passé en faisant la révolution? Nous avons décidé de simplifier outrageusement le modèle agricole, c'est-à-dire que nous sortons d'une civilisation hautement raffinée, qui était l'équilibre agro-silvo-pastoral. Les paysans, ignorants, pour les scientifiques, donc abrutis, avaient créé quelque chose d'extraordinairement astucieux. Ils avaient compris que pour que le système agricole nourrisse les hommes, il fallait qu'il y ait à la fois la forêt. La forêt servait à faire des haies qui empêchaient le bétail de divaguer, fournissait du bois, fournissait aussi de la fertilisation pour les sols, ce qu'on appelle le bois raméal fragmenté. Ils avaient compris qu'il fallait régulièrement laisser reposer le sol sous la prairie. Cette prairie, on la faisait brouter par du bétail. Ce bétail donnait du fumier. Et avec ce fumier, on refertilisait les sols. C'était l'équilibre agro-silvo-pastoral. C'est le modèle le plus productif au monde par mètre carré. Je vais vous donner un exemple très simple de modèle fait par des gens soi-disant ignorants. On va prendre le modèle aztèque, avant que les Espagnols cassent tout.
C'est un modèle très astucieux. Vous plantez en même temps dans le même trou une graine de maïs, une graine de haricot. Le haricot s'enroule autour du maïs. Le haricot s'associe avec une bactérie, le rhizobium, qui fixe l'azote. Donc il donne de l'azote au maïs. Le maïs grandit et entre les rangs de haricots et de maïs, vous mettez de la courge. Et vous récoltez sur le même champ de la courge, du haricot et du maïs. Il n'y a aucun système intensif qui n'est capable de produire autant au mètre carré. L'ennui, c'est qu'il n'existe pas de machine qui ramasse en même temps les haricots, le maïs et la courge. Ça, on n'a pas encore inventé. Donc, qu'est-ce que nous avons inventé? Nous avons inventé l'agriculture intensive. On a appelé ça intensive, elle n'est pas du tout intensive. Elle est intensive par paysan. Elle n'est pas intensive au mètre carré. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, avec la monoculture, c'est-à-dire un agriculteur qui va faire que du blé, il va être capable, à l'heure actuelle, un agriculteur en Amérique du Nord sur un gros domaine peut cultiver tout seul 500 hectares. Mais si vous ramenez à sa production agricole, elle est nulle par rapport à ce que faisait le paysan aztèque. Ou ce que faisait par exemple le balinet, un balinet qui fait 2 récoltes de riz par an, qui coupe les haies d'acacia, fixateurs d'azote, qui met sur le sol après la récolte de riz, fait passer les canards qui ramassent les grains de riz, qui font de la merde et qui font de l'engrais, il fait 120 quintaux de riz, 0 engrais. 120 quintaux de riz, 0 engrais. Alors on a décidé d'avancer l'évolution verte. C'est-à-dire qu'on dit ce modèle-là c'est beaucoup trop compliqué, nous allons retourner à l'époque du néolithique. C'est-à-dire on va reculer l'agriculture de 6000 ans. On va retourner à l'époque où il y avait des chasseurs d'un côté, il y avait des éleveurs de l'autre. Alors on a mis tous les cochons en Bretagne, on a mis tous les blés en Beauce. Alors d'ailleurs, ils se sont posés des problèmes parce que comme le taux de matière organique s'effondrait en Beauce, ils se sont dit on va peut-être faire des merdoducs qui emmèneraient la merde de cochon de Bretagne jusqu'en truc. Ils se sont rendus compte que ça coûtait quand même un peu cher. Donc maintenant, on fabrique des usines qui brûlent la merde de cochon pour pas polluer la Bretagne. Vous voyez, c'est très intéressant comme modèle. Donc on a reculé l'agriculture de 6000 ans et on a fait une énorme bêtise auquel tous ces agro-industries qui ne pensaient que business n'ont pas compris, ils ont violé les lois biologiques du sol et ils ont balancé des engrais chimiques dans les sols. Qu'est-ce qui se passe quand vous mettez des engrais chimiques, en particulier de l'azote? Vous allez provoquer une réaction qui est à l'opposé du système biologique. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit les champignons qui fabriquent de l'humus, vous allez multiplier les bactéries qui, elles, minéralisent l'humus et dégagent du gaz carbonique. Or, il se trouve que les champignons se multiplient 20 fois plus lentement que les bactéries. Et comment ils s'en sortent, les champignons? Comment ils font pour fabriquer de l'humus? Eh bien, ils vont être les seuls et uniques organismes à prendre la lignine qui vient des arbres. C'est pour ça que les anciens avaient créé l'équilibre agro-sylvo-pastoral. Ils sont les seuls organismes à attaquer la lignine. Et pour pouvoir faire ça, il faut qu'il y ait très peu d'azote. Parce que s'il y a de l'azote, c'est les bactéries qui prennent le dessus. Et lorsque vous mettez de l'engrais sur un sol, vous faites disparaître la matière organique sous forme de gaz carbonique. Dans un pays comme la France, nous sommes passés entre 1950 et maintenant de 4% de matière organique à 1,3%. Vous imaginez le dégagement de gaz carbonique que ça représente. L'agriculture intensive, la révolution verte, représente 40% des dégagements de gaz carbonique sur la planète. Et qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de matière organique dans un pays comme la France? La faune, qui se nourrit de la matière organique, elle ne peut plus se nourrir, donc elle meurt. Nous avons perdu 90% de nos animaux. Qu'est-ce que ça veut dire quand les animaux s'en vont? Plus de remontée biologique des éléments en surface. Ça veut dire que l'azote part dans les nappes phréatiques, le phosphore part dans la nappe, part dans la mer, la magnésie, etc. Dégradation, donc après la dégradation biologique, vous rentrez dans la dégradation chimique de vos sols. Qu'est-ce qui se passe quand vous allez trop loin dans la dégradation chimique? Je vous ai expliqué que c'était le calcium, le fer et l'aluminium qui attachaient l'argile et l'humus. Eh bien, le calcium s'en va, l'argile n'est plus attachée aux humus, et c'est le spectacle que vous avez maintenant tous les jours sur toute la planète. Dès qu'il pleut, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Toutes les rivières sont pleines de boue. Pour tous les gens de la planète, c'est un phénomène tout à fait naturel. Or, lorsque vous avez la chance, comme j'ai pu le faire, de survoler des zones encore vierges, ça devient rarissime sur cette planète, eh bien, vous observez que partout où la planète est intacte, les rivières sont totalement transparentes. Dès que l'homme intervient avec l'agriculture, les rivières sont pleines de boue. Donc, nous perdons nos sols. Nous perdons nos sols simplement parce que nous n'avons pas respecté ces lois biologiques. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant dans le futur? Il y a 2 solutions. Ou on considère qu'1 milliard d'hommes qui ne mangent pas à leur faim et 3 milliards d'hommes qui sont carencés en un ou plusieurs éléments, c'est une chose naturelle avec laquelle on veut se faire. Alors nous avons une technique très simple, ça s'appelle les statistiques. Vous savez, Alfred Sauvy disait « Les statistiques sont des êtres fragiles et délicats qui, soumis à certaines tortures, sont prêts à avouer absolument tout ce que vous voulez. » Alors vous avez une façon très très simple de dire les choses. Il y a 1 milliard d'hommes qui crèvent de faim, 3 milliards qui sont carencés, c'est pas joli à présenter. Donc vous dites une chose très simple, vous dites le pourcentage d'hommes qui meurent de faim est plus faible qu'il n'était au début du XXe. Et hop, vous êtes sauvés, vous êtes tranquille. Le pourcentage est plus faible. Bon, il y a beaucoup plus d'hommes. En 1800, il y avait 200 millions d'hommes qui étaient affamés. Nous sommes 1 milliard. Mais pour quand même dire qu'on est toujours dans le progrès, on vous raconte que le pourcentage, vous voyez, comme il y avait 200 millions quand on était 1 milliard, ça faisait 20%. Maintenant, on n'a plus que 15% de gens qui crèvent de faim. Donc, c'est un gros progrès. Vous voyez, c'est comme ça qu'on s'en sort, ce qu'on appelle les statistiques. C'est très important pour les hommes politiques, on en a toujours besoin.
Nous ne faisons plus de culture en Europe, nous gérons de la pathologie végétale. C'est-à-dire nous essayons de maintenir vivants des plantes qui ne demandent qu'à mourir tellement elles sont malades. Rien à voir avec de l'agriculture. L'agriculture, c'est pas ça. L'agriculture, normalement, c'est cultiver des plantes saines. On ne mettait pas un pesticide en 1950 sur les blés en Europe. Il n'y avait pas un traitement fongique qui était appliqué. Maintenant, c'est au moins 3-4. Sinon, le blé, il est pourri avant d'arriver dans le silo. Donc il y a quand même une énorme différence, si vous voulez, au niveau... Mais ça se voit pas, parce que comme on a balancé les produits, il tiens, le blé, il est bien. Sauf que si, il se casse la figure, alors... Parce que comme on met trop d'azote, il tombe. Vous avez dû voir dans les champs les blés qui tombent. Alors on met des hormones pour raccourcir les tiges, c'est pour ça que les blés sont bien plus bas qu'autrefois. Autrefois, les blés faisaient 1,50 m. Maintenant, ils font 60 cm, parce qu'on les raccourcit avec des hormones. Alors ces hormones, il faut avorter les arbres qu'il y a autour. Enfin, fait disparaître toute la flore, parce que ça gêne les reproductions des dicotylédones. Enfin, c'est une espèce de monde complètement strange, quoi. Mais les gens ne le savent pas, donc... ils se battent devant les champs. Autrefois, les champs, c'était plein de coquelicots, il y avait plein d'autres espèces, il y avait une biodiversité dans la... Un pays comme la Hollande a déjà perdu 75% de toute sa flore. Il y a une des flores les plus pauvres de la planète, la Hollande. Mais c'est intensifié au niveau agricole de façon incroyable. Tu l'as vu ton sol? Non? Ah, tu vois, c'est impressionnant. Hein, regarde-le. Il y en a un qui va peut-être venir, mais... Ah non, on n'a pas été entendu, puisqu'on est avec Lydia, on a quitté l'INRA. On s'est mis à notre compte. Puisque quand on a commencé à montrer que les sols mouraient biologiquement, on nous a demandé de nous taire. Donc on a quitté l'Institut et on s'est mis à notre compte parce qu'on estimait que notre devoir de scientifique, c'était quand même d'alerter le monde agricole que la voie qui était choisie n'était pas la bonne ne permettrait pas de faire une agriculture pérenne. Il ne peut y avoir d'agriculture pérenne que si on est sur des sols vivants. Hein. Le sol abrite 80% de la biomasse vivante. Hein. Donc si vous tuez, on en a tué 90%, c'est qu'on est en train de tuer tout ce qui est à la source de la vie. C'est quand même les microbes qui nourrissent nos plantes, qui font que nos plantes sont saines, sont nutritifs pour nous. Alors que maintenant, les gens, nous sommes quand même dans la société la plus confortable de l'histoire de l'humanité et nos dépenses de sécurité sociale augmentent de 6% par an. Il y a quand même des questions à se poser, quoi. Est-ce que les gens sont si bien nourris que ça pour être aussi malades ? Alors, le problème, c'est qu'effectivement, l'argumentation, c'est oui, mais regardez, ils vivent de plus en plus longtemps. Bien sûr, les gens qui en ce moment ont 80 ans n'ont pas connu l'agriculture chimique avant l'âge de 50 ans, hein, puisque c'est apparu dans les années 70. Donc, jusqu'à 50 ans, ils ont mangé... moi, je suis encore gamin du lait de vache qui avait du goût de lait de vache. Ça avait vraiment le goût de lait de vache, c'est pas le lait de maintenant. Donc c'est tellement récent dans l'histoire de l'humanité qu'on ne connaîtra les résultats réels et on s'inquiète puisque vous prenez la population d'enfants à l'heure actuelle en Europe, 17% des enfants sont obèses, donc on est en droit de se poser des questions sur cette qualité alimentaire. Le sol, c'est une vraie éponge. Donc, si je le gère mal, il est compact, il est serré, il se referme. Si je laisse la faune le retravailler, il va se souffler. C'est pour ça que quand vous marchez en forêt sur un sol, vous avez vu le côté moelleux du sol forestier, hein, parce qu'en fait, il est aéré par la faune, alors que le sol qui a été labouré, maltraité, il est complètement compacté, complètement resserré sur lui-même. Alors, quand il va pleuvoir sur un sol resserré, l'eau va pas pouvoir rentrer, puis c'est l'érosion. Mais c'est plus facile d'accuser la pluie d'être responsable de l'érosion, des inondations, que de dire que c'est un système agricole qui a provoqué, hein, puisque les inondations que nous avons en ce moment, hein, depuis 20 ans, nous traversons les années les plus sèches depuis 3000 ans dans l'histoire de l'Europe, et jamais il y a eu autant d'inondations. C'est-à-dire qu'on a inventé, avec l'agriculture intensive, les inondations en période sèche, ce qui est très fort, quoi. Et les écologistes, à l'heure actuelle, se posent la question de savoir à quel moment c'est l'humanité qui commencera à s'écrouler. C'est-à-dire pour le moment, on a détruit 90% de notre biodiversité en Europe, ça va encore pour nous. Donc les écologistes disent, est-ce que c'est à 95% que le système va lâcher? Est-ce que c'est... On ne sait pas. La catastrophe du Crétacé est ridicule en comparaison de ce qui se passe en ce moment. Mais ça meurt. Claude et Lydia Bourguignon, on est basé en Bourgogne et on a créé il y a 1990, donc ça va faire 22 ans. Bientôt 23. Bientôt 23. Un laboratoire au service pour les agriculteurs et les vignerons. Avant, on travaillait à l'INRA. Moi, je travaillais sur la qualité des aliments de l'homme et Claude était en microbiologie. C'est là où on s'est connus et puis qu'on a fondé notre foyer. Mais comme ce n'était pas du tout dans la mouvance, l'écologie, l'environnement, le respect des sols et puis l'agriculture biologique, eh bien, dans les années 89-90, on a quitté cet institut et on a monté ce laboratoire. Donc le sol, c'est un milieu, c'est de la tâche des argiles avec les humus.
Les humus sont fabriqués par la faune du sol et par les champignons. C'est pour ça qu'il faut des champignons dans les sols. Et l'argile est fabriquée par l'attaque des roches par les racines des plantes. Et ils vont être attachés ensemble par des ions comme le calcium, le fer, etc. Donc le rôle de l'agriculteur, ce qu'on appelait autrefois dans la pratique maraîchère l'amendement, consistait à apporter des argiles, ça s'appelait le marnage, et d'apporter de l'humus, on appelait ça le compostage. Marnage et compostage sont les deux mamelles de l'agriculture. Et en fait, c'est très difficile à faire accepter. Les gens pensent encore, parce qu'on a perdu ce savoir, que toutes les terres peuvent faire, et on fait croire ça effectivement avec de la fertilisation, de l'irrigation, on peut faire pousser le désert, on peut presque faire pousser le béton. Mais pour la qualité d'un produit, qu'on ait des bonnes tomates ou des bonnes fraises, eh bien, en fait, il faut un type de sol. Et ça, c'est très difficile à faire comprendre.